CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG. Madame, monsieur, bonjour. Rémi Taureau est là avec vous pour la prochaine demi-heure. Philippe Alauzet, quand je pense à lui, je pense à ce garçon installé dans le fond du café du tribunal, il y a de cela de nombreuses années, quand ce café ne s'appelait pas encore Lulu la Nantaise. Il était toujours en train d'écrire et de temps en temps lever la tête au loin. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'il écrit, Philippe Alauzet ? Qu'est-ce qu'il écrit ? Alors il écrivait des scénarios, il écrivait peut-être des bribes de romans. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de le recevoir dans le MAG de CFM Montauban pour son premier roman, Dans les murmures de la forêt ravie. C'est paru aux éditions du Rouergue Noir. Philippe Alauzet, bonjour. Bonjour Rémi. Merci d'être là. Merci de m'avoir invité. Est-ce que vous vous rappelez de cette période Oui, où vous bien étiez sûr. assis au fond de ce bistrot Ça en s'appelait face... le Palais. Ouais. Ah oui, le Pas bar le tribunal. Oui, le bar du Palais, pardon. Oui, je m'en souviens très bien. Et alors, donc, qu'est-ce que vous écriviez à cette époque-là ? De la musique. Mhm. J'écrivais des scénarios, j'en ai fait pendant 20 ans. Pas forcément de la littérature d'ailleurs, parce que j'écrivais pas de la littérature. Voilà. C'est autre chose, la littérature, c'est une autre langue que je pratiquais pas. Je pratiquais d'autres langues, la langue musicale, la langue du cinéma, du scénario, mais pas la littérature. De la prose, oui, mais pas de la littérature. C'est plus factuel, plus rapide en écriture, moins imagé, moins poétique ? Peut-être. En tout cas, c'est une langue moins prosaïque. C'est-à-dire que la littérature est une langue étrangère, que moi je pratique et que certaines personnes entendent. Tous les écrivains ont leur langue, c'est simplement ça. Écrire un roman, c'est travailler cette langue-là. Écrire de la prose, c'est autre chose. Ça ressemble au langage parlé, la littérature, mais c'est pas du langage parlé, c'est pas du langage courant, c'est autre chose. C'est pour ça que ce roman est très court, parce que chaque mot compte, et que tout le travail n'est pas d'écrire du tout, c'est de réécrire. Un roman comme Murmure, c'est écrit en une quinzaine de jours, c'est pas long en fait. Par contre, ça se réécrit sur des mois et des mois, voire des années, avant d'arriver à une forme vraiment aboutie. Cette forme concentrée, condensée, où vraiment chaque mot est à sa place. Et c'est vraiment ce que je recherchais. Ce qui n'est pas le cas du cinéma, où le cinéma, le mot ne règne pas du tout. C'est le geste qui règne. Donc le mot est l'ennemi du cinéma, absolument. Ni le cas de la musique, où le mot est absent. Il y a combien de temps que l'aventure du roman Dans les murmures de la forêt ravie a commencé pour vous, Philippe Alauzet ? Ça a commencé lorsque j'ai décidé d'arrêter le cinéma, en fait. C'était mon dernier baroud d'honneur. J'avais un projet de film qui était produit par la Corse, avec des producteurs franco, belges et corses. Un très beau casting, mais des conditions de tournage que je ne pouvais pas accepter parce que je considérais que ce film-là, c'était vraiment le film de ma vie. C'était un petit budget, donc il fallait que je sois maître à bord. Et quand je me suis rendu compte que non seulement j'avais un petit budget, des contraintes, et que je ne serais pas maître à bord, donc je ne ferais pas le film que je voulais, j'ai dit, écoutez, on va prendre 6 mois de repos pour laisser passer un peu le temps. Et à ce moment-là, comme je sentais qu'il fallait un petit peu consolider un truc, j'ai dit, on va faire un cours pour tester tout le monde, l'équipe technique, la production, pour être sûr qu'on est bien ensemble. Et ce cours, c'était Saturne. Il s'appelait Saturne. Saturne, c'est l'astre lourd du père, des contraintes, tout ça. Et c'était l'embryon de ce que va devenir Murmure, en fait. Puis je suis parti en disant, je vais faire n'importe quoi d'autre pour retrouver le goût du cinéma, n'importe quoi. J'étais prêt à faire n'importe quoi pour changer de tête, en fait. Et la Mémo cherchait quelqu'un pour me faire des photos pendant 2 mois, 3 mois, je ne sais pas quoi. La Mémo, c'est la médiathèque de Montauban. Absolument. Et donc, ils m'ont dit, pourquoi vous ne voudriez pas passer 3 mois, là, faire des photos ? On a besoin d'avoir des photos un peu de qualité du bâtiment. Bon, pourquoi pas ? Et là, j'ai découvert, en fait, un tout autre univers. Alors, évidemment, l'idée de changer de vie en 3 mois pour revenir à l'ancienne vie avant était une illusion totale. Mais moi, je me suis senti vraiment très très bien dans cet univers de culture, de tranquillité aussi, où j'avais pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Et je m'y suis vraiment bien plu. Et au bout de 3 mois, ils m'ont dit, est-ce que tu veux pas rester 3 mois de plus ? Et j'ai dit oui, pourquoi pas. Et entre-temps, mon producteur est décédé.
Frédéric est décédé. Et là, j'ai dit, pour moi, c'est fini, en fait. Et j'ai mis 6 mois à me dire, mais pourquoi tu es là, en fait? Parce que je suis resté à la même audition encore. Hein. Bon. Pourquoi tu es là, en fait? Et au bout de 6 mois, après avoir parlé avec une amie, je me suis dit, mais en fait, tu es là parce que tu as toujours eu envie d'écrire de la littérature, mais ça ne paye pas. Il faut bien payer ses factures. Sauf que là, tu as un salaire largement suffisant pour tes besoins et tu es dans l'univers idéal, entouré de livres, de gens hyper compétents, et absolument libre de faire ce que tu veux de ton temps libre, et donc d'écrire. Et c'est là que je me suis dit, tu vas essayer d'explorer cette langue nouvelle pour toi, pour vraiment ne pas faire un livre de cinéaste, ça je n'aime pas du tout, hein, les romans d'hommes politiques, les romans d'acteurs, les romans de cinéastes, mais faire vraiment un roman d'écrivain, quoi. Et c'est pour ça que je suis très touché quand je lis dans des critiques littéraires, c'est un roman d'écrivain. Ça me touche beaucoup parce que c'est vraiment ce que je voulais atteindre. Et ce roman-là est une partie du travail que j'ai fourni. Il se trouve que c'est celui-ci, à un moment donné, qui a été achevé au point de me dire « pourquoi pas ?» On est en train de parler du premier roman de Philippe Alauzet et on le fait avec Philippe Alauzet. Voilà, c'est aux éditions du Rouergue Noir, ça s'appelle « Dans les murmures de la forêt ravie » et c'est pas très long. Ça fait 110 pages, un peu plus, 111 peut-être, mais c'est dense. C'est une écriture riche, fournie, de celle qu'on relit parfois 3 fois de suite pour être bien sûr qu'on a tout compris, et de celle qu'une fois qu'on est arrivé au bout de la page, voire parfois de 2 ou 3 pages, eh bien qu'on relit à nouveau ces 2 ou 3 pages parce que les événements se succèdent et on a parfois besoin de les remettre dans l'ordre. Enfin, c'est moi là en l'occurrence qui je parle de moi dans la lecture que j'ai eue dans ce roman. Il y avait cette volonté chez vous de surprendre dans l'écriture, à chaque bout de phrase, de dire des choses, mais pas tout de suite. C'est-à-dire que la phrase commence, l'action se dessine, et puis en fait, un petit peu plus loin, finalement, c'est pas tout à fait ce qu'on pensait. Il faut se le relire pour avoir réellement le décor de toute l'action. Oui, en même temps, j'ai envie d'être compris. Donc, une forme courte me va très bien. Je ne suis pas convaincu qu'on ait beaucoup de choses à dire en 300 pages. Il y a des auteurs qui font des gros romans, et c'est super bien. Hein. Moi, je pense que plus on arrive à dire le maximum de choses en peu de mots, mieux on se porte, en fait. Après, je ne veux pas m'ennuyer, moi, en écrivant et en me relisant, parce qu'écrire un livre, c'est le relire 1000 fois. Donc, quand je m'ennuie, je déchire, hein, tout simplement. Je ne pense pas totalement au lecteur quand j'écris. Donc, j'essaie de toujours trouver une entrée pour une scène. C'est peut-être l'influence du cinéma, ça, mais comment entrer dans une scène le plus tard possible, en sortir le plus tôt possible. C'est vraiment conserver ce qui est essentiel. Donc, forcément, il y a tout un tas de choses elliptiques que le lecteur reconstitue sans aucune difficulté. Et ce qui est très intéressant dans l'écriture littéraire, si je puis dire littéraire, c'est la liberté. On peut faire des flashbacks, des flash-forward, on peut bousiller l'espace-temps sans aucune difficulté du moment qu'on a posé aux bons endroits les bons jalons pour que le public comprenne, le lecteur comprenne. Si le code est respecté, le lecteur suit, parce qu'il reconstitue. En revanche, il doit être acteur. C'est ça, il doit être acteur. Il a son chemin à parcourir. Hein. On n'est pas juste consommateur de l'histoire. C'est pas juste il était une fois et puis je gobe l'histoire qu'on me raconte. Non, pas du tout. Il faut faire son chemin. C'est un chemin, un livre, pour l'auteur et pour le lecteur. Il y a vraiment 2 métiers différents. Le métier de lecteur, si je peux dire que c'est un métier de lecteur, si on veut, mais c'est une façon de parler. Ça paye pas non plus. Hein. Ça paye pas du tout même. Mais enfin, ça nourrit. C'est vrai. Le lecteur lit. Le critique critique, l'écrivain écrit. C'est pas la même chose. Donc, il faut que chacun soit à sa place. Et moi, j'essaie de me satisfaire en tant que relecteur de mon propre travail en essayant d'imaginer ce que le précipité... Vous savez, c'est comme les huiles essentielles. Il y a une posologie précise. En dessous, il n'y a pas d'effet. Au-dessus, il y a trop. Bon, moi, je mets 2 gouttes. Le public prend son verre d'eau, met les 2 gouttes que j'ai données, ça se diffuse, c'est bon, voilà, ça se passe comme ça.
Dans Les Murmures de la forêt ravie, dans ce premier roman, Philippe Alauzet, vous nous emmenez à la campagne, au milieu des bois, dans un univers en train de disparaître aussi, hein, celui des éleveurs de moutons, avec ce loup qui rôde dans cette montagne, avec des problèmes de pourquoi je suis là, pourquoi je fais ce métier-là, des problèmes de vie, de famille, et puis des choses cachées. Qu'est-ce qui vous a donné envie de dépeindre cet univers-là ? Vous n'êtes pas très rural, vous aussi ? Pas du tout. Alors, vraiment pas. Alors, tout le monde plutôt, me dit, mais comment... C'est plutôt un urbain, non ? Complètement. Tout le monde me dit, mais comment tu fais pour décrire une bergerie pareille ? Je n'ai aucune idée de ce qu'est une bergerie en réalité. J'ai dû entrer une fois dans ma vie dans peut-être une bergerie ou je sais pas quoi, où il y avait des vaches, même pas des brebis. Non, ça c'est l'imaginaire pur. C'est des impressions. Pourquoi ? Parce que je crois que les familles... Julien Green disait... Moi, j'admire beaucoup Julien Green. Et il disait la famille, c'est un monstre social. Et je suis assez d'accord avec lui. La famille, c'est le lieu des plus grands amours et des plus grandes trahisons. Et les enfants sont dans les familles des victimes toutes trouvées, en fait. Malgré l'amour, c'est pas la question. Hein. Et donc, ça m'intéressait beaucoup, à la base de ce roman, de parler d'une chose qui, moi, m'est chère, parce que ça me préoccupe, tout simplement, en tant qu'homme et en tant que père aussi, de cette idée dont j'ai le pressentiment qu'en chaque être humain, il y a deux personnes. Un enfant qui, à un moment donné de sa croissance émotionnelle, a été bloqué par quelque chose, une question sans réponse. Il a apporté à cette question sans réponse une réponse nécessaire, parce que le vide n'est pas possible. Donc, il a apporté la réponse d'un enfant, qui est forcément une réponse incomplète. Donc, ça crée un malentendu. Et sur cet enfant se construit un adulte qui se construit en partie sur la base d'un ou de plusieurs malentendus. Mais l'enfant, figé comme ça, dans sa peine ou dans sa détresse, reste à l'intérieur de l'adulte. Et il se trouve que vers l'âge de 40 ans, alors on peut faire un petit sondage, mais c'est quand même assez exact, à l'âge de 40 ans, autour de là, on commence à entendre qu'il y a une voix en nous qui parle, qui a toujours parlé, mais qu'on n'entendait pas. Et tout d'un coup, on l'entend. Et l'ayant entendu, on se met à l'écouter. Et là, on se pose des questions. On commence à se dire, mais est-ce que mes choix sont vraiment des choix en fonction de mes goûts, de mes compétences, de mes valeurs ? Ou est-ce que je ne fais qu'accomplir le désir d'un autre ? De ma famille, de la société ? Est-ce que les contrats que l'on a signés sur mon dos à ma naissance, je les assume encore aujourd'hui à 40 ans ou pas ? En général, c'est pas. Donc c'est l'âge où on va décider de rompre les contrats familiaux, parfois toxiques, passer en toute bonne foi et avec beaucoup d'amour. Hein. Il faut bien quelque chose. Mais enfin, c'est comme ça. Et où on va dire, voilà, ça, c'est pas à moi, je te le rends. Et ça, par contre, c'est à moi. Et la suite de ma vie, je vais la bâtir sur cette chose-là qui m'appartient. Dans quoi je me reconnais. Évidemment, ça ne se passe sans heurts. Parce que souvent, on entend, mais je ne te reconnais plus, qu'est-ce que c'est ? Ben ouais, tu ne me reconnais plus parce que tu ne connais pas celui que je suis et je ne le connais pas moi-même. Là, en l'occurrence, on parle des rapports entre la mère et entre la fille et le père. Bien sûr, mais entre le père et le père, entre la fille et la fille aussi. Parce que le père aussi a un enfant en lui, j'en parle. Et la fille, évidemment, alors là, pour le coup, ça va beaucoup plus loin parce que je crois que non seulement on a en soi un enfant qui a besoin d'être entendu, d'être consolé, simplement être rassuré, qu'on lui dise, mais tu vois, l'adulte que je suis devenu, ça va, il s'en est bien tiré, tout va bien en fait, arrête d'être inquiet. Mais je pense que cet enfant intérieur, il est aussi connecté à l'enfant intérieur des parents. Donc les enfants portent sur les épaules pas mal de choses en fait, qui sont trop lourdes, très clairement trop lourdes, dont il faut s'alléger. Et le loup dans tout ça ? Le loup, c'est ça. Hein. Le loup, c'est le grand prédateur. Hein. C'est le grand terrifiant qu'on a au fond de nous. Qu'est-ce qui fait qu'on ne va pas chercher ? Qu'est-ce qui fait que dans des situations, on surréagit de façon complètement immature et infantile, alors que normalement, on a les atouts pour pouvoir réagir de façon simple et calme en tant qu'adulte. On est parfois dans des situations où on réagit, on ne se reconnaît pas. On ne se reconnaît pas parce que ce n'est pas nous, adultes, qui agissons, c'est l'enfant en nous qui se manifeste. Et qu'est-ce qui fait qu'on ne va pas le voir ? C'est parce qu'il y a un truc effrayant. Et le loup, c'est l'exemple parfait de ce grand terrifiant dont on a peur, mais en fait sans aucune raison. Parce que je rappelle qu'un loup n'attaque pas l'homme, et qu'en France, aujourd'hui, il y a 900 loups. Hein. Donc la chance de voir un loup dans la réalité est proche de zéro. Si vous voyez un loup
dans son environnement naturel, que vous le surprenez, jouez au loto. Hein. Vous avez une chance folle. Ça n'arrivera jamais. Très rare. Mais en fait, on continue quand même d'alimenter l'imaginaire, moins aujourd'hui qu'avant d'ailleurs, hein, mais quand même l'imaginaire des petits-enfants avec la peur du loup. Le loup, le loup, le loup. Alors qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur du loup. Et le grand terrifiant, quand on l'apprivoise, quand on accepte d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur, on se rend compte que ce n'est pas du tout un ennemi, c'est plutôt un allié. Et c'est le cas du loup dans ce livre. Alors, est-ce que le loup est là ou est-ce que le loup n'est pas là? Oui, c'est Chacun ça, fera la grande sa question. propre Parce qu'effectivement, conclusion. Philippe Alauzet, vous nous emmenez au départ, on est à la campagne, et c'est vrai, au départ on est dans les champs, on est au milieu des brebis. D'ailleurs, c'est assez sordide au début, hein, puisqu'on ramasse des brebis qui ont été égorgées, etc. On est dans quelque chose de très concret, dans un univers qu'on connaît en 3 dimensions. Et puis petit à petit, on ne sait plus trop où on est. On ne sait plus si on est dans la tête, dans les souvenirs, dans les esprits, dans la forêt, dans la tête du loup, dans la tête de Pentecôte. Pentecôte, quel drôle de nom pour un chien. Ouais. Mais le choix des noms n'est jamais un hasard. Agnès, par exemple, c'est l'agneau. Sacrifié, c'est clairement ça. Jean, j'avais en tête l'évangile de Jean, je crois que c'est le chapitre 8, qui dit « La vérité vous délivrera ». Et Pentecôte, j'avais envie qu'il y ait cette charge-là d'un nom qui évoque quelque chose. Alors, pourquoi autant de références bibliques? Alors là, ça m'échappe, clairement, mais c'est un fait. Bon, Requiem était pris. Toussaint aussi, dans un film dialogué par Jean Cocteau, Le Baron Fantôme. Et il restait Pentecôte. Et Pentecôte me semblait très bien parce que la Pentecôte est la fête où les apôtres reçoivent l'Esprit Saint et se mettent à parler en toutes les langues. Et finalement, ce chien-là, c'est celui qui fait le lien entre toutes les vies. Donc je me suis dit, c'est impec. C'est le prénom qui lui va le mieux. Et Pâle aussi, il y a une raison. Oui, l'espagnol, Pâle. Alors qui n'est pas espagnol. Pas l'espagnol. Dans mon esprit, oui, c'est marrant que vous dans mon disiez esprit, ça. il est tout le temps espagnol. Ouais. Et à chaque fois, je vois qu'en fait, non, il est plutôt des pays de l'Est. Oui, c'est ça. Il est plutôt roumain ou bulgare ou un truc comme ça. Pour moi, Pâle, ça faisait... Alors, vous allez voir... C'était plutôt un catalan pour moi. Ouais, non, alors, il vient des pays de l'Est, mais c'est très tordu comment ça fonctionne, l'esprit humain. J'ai fait le lien entre Pâle et Le Pâle, qui était le supplice de Vlad l'Empaleur, qui est devenu Dracula. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, Pâle, c'est celui qui a un côté vampirique. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il est capable d'absorber les émotions d'Agnès, de les digérer, d'en faire autre chose. C'est le personnage le plus sain de l'histoire, en fait, étrangement. Mais il est aussi celui, par le Pâle, qui peut pénétrer dans le mystère des choses et qui va au-delà des apparences. Et c'est pour ça qu'il est tranquille et calme, parce qu'il sait. Il n'a pas peur de l'inconnu. Donc, aucun des prénoms n'est jamais un hasard. On ne peut pas choisir le prénom d'un personnage parce que c'est joli. Il y a toujours une signification derrière. Je prends complètement au hasard. Je feuillette là et je me dis quand même pas passer ce temps de conversation sans lire un extrait de cet ouvrage. Au hasard, page 42. Le père a raison pour la forêt. Faut pas y aller. Il avait dit aussi qu'au-delà des grands arbres, il n'y avait rien. Qu'ils étaient des arbres noirs du bout du monde. Le père a raison, avait-il insisté. Il ne faut pas s'approcher, c'est dangereux. D'ailleurs, ça pue la mort. Pas vrai, la charogne à 100 mètres au moins, et peut-être même de plus loin encore. Et comme la forêt est partout, on n'est jamais assez loin. Alors en fait, ça pue de partout. Et c'est pour ça que le pays est presque invisible, que personne ne vient, que c'est rayé de la carte. On dirait on est dans le cercle, pardi. Et au-delà du cercle, il n'y a rien. C'est rigolo de prendre au hasard et de tomber sur ça. sur ça qui décrit assez bien cet environnement-là. Ouais, la forêt, c'est la vie. Hein. De toute façon, la forêt, la vie, c'est comme la forêt, c'est-à-dire un espace qui est très touffu, qui est absolument vertical, absolument pas horizontal. C'est pas des dunes, hein, la vie. La vie, c'est vraiment, on avance et on ne sait pas trop ce qu'il y a devant. Il faut être confiant. On prend des chemins. Si on sort des chemins balisés, on prend des chemins qui nous perdent et on ne revient jamais en arrière. Je me suis posé la question, Philippe, quand vous écrivez, en fonction du personnage qui parle, qui pense, qui agit, l'écriture n'est pas la même. Est-ce que vous avez des notes ou c'est juste un ressenti sur l'accent que vous désirez mettre dans la bouche ou la gorge ou le ventre du personnage qui parle? Oui, il n'y a pas de notes. Moi, je ne sais pas. J'ai essayé. J'ai essayé d'être très scolaire dans ma vie, de faire des plans et tout. Jamais réussi. Moi, j'écris...
j'écris vraiment Et vous complètement retrouvez à du l'instinct. coup Ouais. le phrasé du personnage. Oui. Sinon, je le fais disparaître. Si je l'ai pas, je le fais disparaître. Ça peut pas se construire rationnellement. En général, d'ailleurs, quand le livre s'arrête, il s'arrête vraiment. C'est-à-dire que je peux être en panne sur un texte pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, parce que j'ai voulu m'en mêler et qu'il n'a pas envie que je m'en mêle. Il a envie que je le laisse faire. Mais en fait, quand je me mets à écrire, je ne connais pas la page blanche. C'est un truc que je ne sais pas faire, parce que quand je ne sais pas ce que j'ai à écrire, j'écris pas. Donc je ne me mets jamais devant une feuille blanche. Ça n'existe pas. En revanche, quand je me mets à écrire, en général, c'est un peu comme sous la dictée. C'est-à-dire que j'écris une dizaine de pages par jour, ce qui est quand même pas mal. Et je ne me pose aucune question. Il ne faut vraiment pas que je me pose de questions. Ça se fait tout seul. Ça parle de quoi en ce moment, ce que vous écrivez ? Ça parle pas. Non, ça parle de la question... comment vous dire ça ? Je ne peux pas en parler parce que j'en sais absolument rien. Ben alors, n'en parlons mais pas. Ça va être quelque chose d'assez intéressant si j'y arrive. Ce qui n'est pas sûr que j'y arrive. Voilà. En attendant, moi j'ai été ravi de vous lire, Philippe Alauzet. Ce premier roman s'intitule « Dans les murmures de la forêt ravie ». Il est aux éditions Rouergue Noir. Et puis voilà, et puis il faut le lire. Puis vous allez me le dédicacer avant de partir. Merci je ne vais beaucoup. pas partir, je vais rester en fait. Et ça marche. Oh, ben sur CFM, on va pas mal parler de vous parce que le cercle de lecture de nos amis de Confluence, qui officie dans ce même studio une fois par mois, vous a choisi comme prochaine lecture. Mais j'ai appris ça, quel honneur. Merci à eux. Merci beaucoup. Merci Rémi. Au plaisir. À bientôt. A touch of consumption, irresistible urges in me. Doctors are stumped, asked me for symptoms. I told them it's weird 'cause I can hear drums.